Donc, je vais vous faire la présentation de notre diaporama. Un diaporama qui a été écrit à quatre mains mais pensé à deux têtes, puisque nous l'avons fait ensemble, moi-même et le professeur Dakhia Abdelwahab. Comme l'a annoncé Madame la Présidente du colloque, donc notre intervention s'intitule « Enseignants de langue étrangère entre volonté désemparée et extrême acculturation ». Ce que vous constatez, c'est que généralement, il y a toujours un certain équilibre entre l'élément iconique et l'élément tout simplement visuel. C'est pour cela qu'en fait, ici, vous avez un autoportrait du peintre Orpen qui a été réalisé en 1924 et il traduit parfaitement la teneur et l'esprit même tout simplement de notre présentation. D'habitude aussi, nous essayons toujours d'écrire le titre de manière linéaire. Ici, tout simplement, en fait, nous avons écrit le titre selon un certain nombre de niveaux. C'est fait exprès. C'est-à-dire, à chaque fois, nous sommes revenus à la ligne suivante, tout simplement pour attirer votre attention, en respectant le principe de l'entonnoir. C'est pour cela que sur la première ligne, le premier niveau, nous avons mis enseignant, en gras, en caractère. Ensuite, deux langues étrangères. Troisième niveau, volonté désemparée. Et extrême, acculturation. Et bien entendu, nous avons également le sous-titre, donc jeu de miroir, angle mort et reconstruction de soi. Il faut juste écarter le panneau, on doit pas juste écarter. Bien. En fait, dans un premier temps, nous allons tout simplement partir de la question suivante. Professeur de français, qui es-tu? Et nous avions eu à l'époque une réponse de notre collègue Fatiha Najari, une réponse qu'elle avait donnée en 1992. Elle avait répondu tout simplement qu'un enseignant de français, c'est un étranger, mais venu de chez nous. Et ceux-là même qui reconnaissent au professeur de français certaines qualités humaines s'accordent pour le considérer comme une espèce d'étranger, mais un étranger qui vit avec nous, qui fait partie de nous. Il fréquente les mêmes lieux que nous, vit dans les mêmes conditions que nous, cependant, il ne parle pas la même langue que nous. Et là aussi, nous allons directement vous présenter le contexte dans lequel nous avons fait cette réflexion. Universalisme, humanisme, transhumanisme, posthumanisme, confronté aux tendances philosophico-politiques contemporaines et aux avancées technologiques que récupère la connivence trop souvent sans réflexion, la pédagogie universitaire et la didactique, des langues, cultures, l'enseignant de langue étrangère ne se résout pas encore à borner ses plus légitimes ambitions. Et là aussi, c'est un seul paragraphe, mais en fin de compte, nous l'avons présenté en bloc pour voir l'articulation de notre pensée en utilisant un certain nombre de couleurs. C'est pourquoi partager d'une part entre la nécessité intéressante de s'ouvrir à la modernité et la nécessité prudente de préserver son être et d'assurer son devenir, se recherchant d'autre part une manière de concilier ses propres points de vue divergents, il se donne un paradigme nouveau qui le libère de ses angoisses face au discours parésiastique ambiant. S'offre à lui alors miraculeusement l'approche pragmatique dans sa double dimension interdisciplinaire et interculturelle, d'où la problématique, perdue dans les labyrinthiques jeux de miroir, se heurtant inéluctablement aux angles morts des discours heurtés. L'enseignant de langue étrangère tente une ultime reconstruction de soi que séduit une extrême acculturation et freine une volonté désemparée. Pourtant, il hésite encore et s'interroge de l'objectivité ou de la tolérance de laquelle son discours de légitimation se réclamera-t-il. De la pratique réflexive à la démarche réflexive, en passant par la pensée réflexive, l'enseignant de langue étrangère a désormais l'embarras du choix. Il lui revient de décider en toute conscience, à la lumière des expériences passées et des situations présentes de sa société-communauté à la fois d'appartenance et d'accueil. D'où les résultats. L'extrême acculturation s'avère être aussi une exploration dangereuse, une détresse manifeste dont seule la volonté rassérénée peut assurer la conclusion, au moins d'une véritable reconstruction de soi pleinement assumée. Dans les paradoxes de la méthodologie et la débâcle de l'épistémologie. D'où finalement ce schéma-là. Les collègues de l'économie le reconnaîtront beaucoup mieux que nous. Pour quelle raison? Parce qu'il s'agit de la théorie U qui a été élaborée par Otto Scharmer. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous partez de votre singularité comme point de départ et finalement, vous allez vous poser les vraies questions. Et parce que vous formulez un projet, vous formulez des réponses, eh bien, vous allez directement vers votre meilleur futur.
La théorie U, c'est le fait d'accepter l'idée de se remettre en question. Voyez, puisque je me remets en question, puisque je suis capable de me regarder de face dans mes miroir, eh bien, tout simplement, ça va me permettre de progresser, d'où la pratique réflexive. Mais, bien entendu, il faudrait aussi avoir un cadre de travail qui est spécifique, une façon d'être, d'où un métaprocessus de transformation, d'innovation et d'accompagnement de changement. Pourtant, il faudra aboutir à la transformation sociétale, aussi bien au niveau de l'individu qu'au niveau collectif. Et là, ça nous permettra justement une compréhension commune, une meilleure compréhension commune. Bien, nous l'avons dit, la théorie U, elle correspond à un processus de transformation. Pourtant, il s'agit de reconnaître que le succès d'une intervention dépend de la condition intérieure de l'intervenant, d'où cette idée d'une certaine présence, cette certaine présence qui consiste à s'interroger justement sur un certain savoir-faire. Donc, cette présence, dans un premier temps, elle nous permet d'avoir un esprit ouvert. Que signifie un esprit ouvert? Cela veut dire être curieux et suspendre la voie du jugement. Ensuite, ça nous permettra aussi de faire preuve d'un cœur ouvert, autrement dit, être dans la compassion et suspendre la voie du cynisme. Et enfin, avoir une volonté ouverte, autrement dit, être courageux et suspendre la voie de la peur. Vous voyez tout cela grâce à la pleine compréhension de la théorie U. Bien entendu, encore une fois, il faudra aussi être capable de rendre compte des expériences passées, bien entendu, par rapport aux situations présentes, et enfin, pour avoir une meilleure conscience de l'avenir. Mais ce que nous considérons à l'heure actuelle, c'est un certain nombre de fractures qui caractérisent notre société. C'est d'abord une fracture sociale, d'où l'idée aussi d'une certaine fracture spirituelle et notamment une fracture écologique. Et ces fractures, lorsqu'elles sont pleinement assumées, en fait, elles nous obligent à aller vers une certaine forme d'acculturation. Et cette acculturation, en fait, elle nous permet de nous réinterroger. Et puis, un certain nombre de constats. Vous ne pouvez pas comprendre un système sans le changer. Ensuite, vous ne pouvez pas changer un système sans transformer la conscience. Et vous ne pouvez pas transformer la conscience sans permettre au système de se voir et de se sentir. D'où finalement l'adoption de 4 stratégies. La première stratégie, c'est celle de l'assimilation. La deuxième, celle de l'intégration. La troisième, malheureuse, c'est celle de la séparation. Et puis, j'allais dire pire, celle de la marginalisation. Bien. L'acculturation, encore une fois, par rapport à ces 4 stratégies, l'assimilation, l'intégration, la séparation, la marginalisation, nous l'avons dit. Donc, l'assimilation, c'est adopter les éléments de la culture d'accueil et s'éloigner de ceux de la culture d'origine. La stratégie d'intégration consiste à maintenir des éléments de la culture d'origine tout en empruntant ceux du groupe hôte. La séparation, conserver plus ou moins intact l'héritage culturel d'origine et éviter les échanges avec le groupe d'accueil. Et quant à la marginalisation, c'est pratiquement le fait de ne pas établir de relation ni avec le groupe d'origine, ni avec le groupe d'accueil. D'où ce proverbe populaire. On ne peut donner que 2 choses à ses enfants, des racines et des ailes. Vous voyez, donc l'acculturation, en fait, elle repose sur le principe de l'individuation sous forme de désir, le besoin d'autonomie et enfin le processus d'adaptation. C'est une certaine forme de socialisation. Pourtant, pour la socialisation, il nous faut bien entendu un contexte et il nous faut également un sujet apprenant qui soit malléable et désireux par exemple, d'apprendre. Il nous faut également des agents de socialisation, mais attention, qui soient en phase avec l'environnement. Il ne faudrait pas qu'ils soient déconnectés. Et puis finalement, une communauté apprenante. Bien, d'où l'intérêt aussi que peut présenter le phénomène de l'altérité. Cette altérité, en fait, l'être humain ne se définit pas seulement par rapport à une société, mais aussi de manière plus générale par rapport à un environnement, par rapport à un milieu géographique. D'où l'idée que l'altérité occasionne une tension vers ce qui est autre. Elle crée une dynamique au cœur des processus d'écriture et de lecture. Finalement, il faudrait aussi se poser la question de savoir quelles sont les sortes d'altérité. Nous avons l'altérité binaire et nous avons l'altérité des frontières. L'altérité binaire, elle repose sur le principe d'opposition, d'où l'existence d'une multitude de clichés et de stéréotypes, puisque c'est l'opposition. Quant à l'altérité des frontières, en fait, c'est une force.
voyez, elle permet une certaine déportation du sujet au-delà de ses limites habituelles vers une zone d'instabilité sémiotique à la croisée des cultures, puisqu'il s'agit de veiller à l'intercompréhension. D'où cet intérêt aussi en ce qui concerne le sens de la parole, aussi bien dans sa dimension héritage que patrimoine. Au départ, qu'avant nous avons une société. Cette société elle est composée d'un ensemble de communautés. Et les communautés, elles essaient bien entendu de communiquer et elles essaient aussi de veiller à la transmission de cet héritage. Qu'est-ce que la communication? C'est tout simplement la maîtrise de l'espace entre les différentes communautés au sein de la société ou alors entre les sociétés. Et qu'est-ce que la transmission? Eh bien, c'est la domestication du temps puisqu'il s'agit de transmettre d'une génération à l'autre un certain nombre d'éléments. Bien entendu, encore une fois, ce qui est intéressant à l'ère de la technologie, c'est que nous allons interroger tout simplement le régime de vérité, en quoi il consiste. Eh bien, au départ, nous avons ce qu'on appelle la graphosphère. C'est lorsque quelqu'un, il vous dit « je l'ai lu dans un livre ». Ensuite, nous avons la vidéosphère, « je l'ai vu à la télé ». La cybersphère, « je l'ai trouvé sur Internet ». Et finalement, la mythosphère, « je l'ai entendu de vive voix ». D'accord? Le sens de la parole considéré au cœur des pôles interactionnels. Qu'est-ce qu'avons-nous? Nous avons tout simplement le partage. Encore une fois, là aussi, il s'agit de s'intéresser davantage à la problématique interculturelle. Et puis, vous avez le cœur et vous avez le cerveau. Et ils partent du principe qu'il s'agit de se reconnecter à nos intelligences pour imaginer collectivement l'avenir. Et là, bien entendu, nous assistons au phénomène de l'intersubjectivité. Nous avons à la fois affaire à un locuteur énonciateur qui interroge ou dialogue avec l'interlocuteur destinataire, l'intersubjectivité qui se manifeste à la fois sous la forme de l'individuation et de la compréhension par l'intermédiaire de la textualisation. Et là, nous avons une sphère expérientielle commune, c'est un engagement des interactants, et puis finalement, c'est un spectacle linguistique qui repose sur un certain nombre de schémas praxiques et de représentations partagées. D'où l'intérêt que peut présenter la communication pédagogique universitaire. Au départ, qu'avant nous avons bien entendu l'enseignant en tant que pôle d'intervention primaire. Ensuite, de l'autre côté, nous avons l'étudiant. Et puis finalement, par quoi est-ce que se caractérise? Chacun d'entre eux a son propre vécu psychologique. Bien entendu, chacun a également son vécu social et son vécu historique. Ce qui les réunit, c'est justement cette compétence de communication et de transmission pour pouvoir donner jour tout simplement au discours universitaire, aussi bien dans sa forme orale qu'écrite, et ce qui nous permettra la véritable acculturation. La communication pédagogique universitaire aussi qui peut être envisagée dans la perspective de la culture professionnelle. Encore une fois, le discours universitaire pose la question du véritable dialogisme entre la communication et la transmission. Que ce soit la communication ou la transmission, il y a une certaine logique disciplinaire. Chacun, en fait, développe sa propre discipline. Et puis, il y a une logique curriculaire, puisque nous avons des cursus, des parcours, bien entendu. Et sauf que nous allons assister à deux sortes de discours. Il y a le discours universitaire qui peut être simplement autorisé. Et puis, ce qui nous intéresse en tant qu'enseignant, par exemple, de rang magistral, c'est que progressivement, nous sommes passés de ce discours autorisé à un discours véritablement d'autorité. Vous voyez, la différence, c'est une question de paronymie. Ce qui était un S devient tout simplement un T. Discours autorisé, discours d'autorité. Là, bien entendu, pour que ce discours universitaire et ce dialogisme soit possible, il nous faut dans un premier temps définir ce que signifie la culture professionnelle. Ensuite, il s'agit d'examiner, bien entendu, la notion de compétence de culture professionnelle et enfin de s'interroger sur la didactisation de la culture professionnelle. Vous voyez, ce qui nous intéresse dans notre perspective. D'où l'idée également de s'interroger et de s'intéresser à l'assurance qualité. Si une institution a besoin d'invoquer la qualité de ses prestations, cela sous-entend aussi l'éventualité d'une non-qualité. Bien entendu, la question se pose, qu'en est-il de l'éducation et de la formation? Eh bien, ce que nous remarquons, c'est que la réponse, elle dépend de la manière de définir cette qualité. Mais finalement, quelle qualité? Et est-il possible d'aboutir à une appréciation convergente de cette qualité? Le terme de qualité, nous le constatons, revêt des significations tout à fait différentes en fonction des intérêts
des acteurs concernés. Il désigne à la fois le produit ou les services ainsi que le fonctionnement d'une institution dans un contexte sociétal, d'où l'intérêt aussi pour une culture qualité. La qualité en milieu de formation et la mondialisation et la connectivité. La qualité en milieu de formation, elle se présente sous un certain nombre de facettes opérationnalisables et se pose également la question de l'efficacité, celle de l'efficience, celle de la pertinence, également la cohérence, l'impact et enfin la durabilité. Ce sont les différentes facettes opérationnalisables donc de la qualité en milieu de formation. Par rapport à la mondialisation et la connectivité, il s'agit d'approcher de près les enjeux épistémologiques, méthodologiques et finalement éthiques. D'où cette idée de transformation des pratiques et d'interroger de près les identités professionnelles des acteurs de l'enseignement. Encore une fois, la pragmatique culturelle, en fait, il s'agit de, si vous prenez l'exemple occidental, nous avons les communautés humaines de l'Occident post-industriel qui affichent une diversité ethnique, culturelle et sociale sans cesse croissante. C'est-à-dire que finalement, au sein des classes algériennes, nous n'avons pas véritablement ce problème d'hétérogénéité des classes, puisque même si nous avons des étudiants de différentes régions, c'est toujours la même culture algérienne. Bien, la construction de la réalité se fait par le jeu des interactions sociales dans des contextes particuliers, conduisant à des réinterprétations permanentes des significations instituées. Par conséquent, l'apprentissage interculturel réside moins dans l'acquisition de connaissances ou d'attitudes que dans une capacité à utiliser des compétences sociales et cognitives pour gérer l'hétérogénéité de la société dans un processus enrichissant et créatif. D'où l'intérêt de développer l'éducation interculturelle d'une manière durable. Et cela reviendra justement à pouvoir l'apprentissage interculturel. Et il faudrait aussi se poser préalablement la question de la diversité. Et pour mettre en évidence cette diversité, en fait, il y a trois types de stratégies. Ces stratégies qui peuvent être à la fois conscientes ou inconscientes. La première sorte de stratégie, c'est la négation. La deuxième, c'est l'homogénéisation qui consiste à réduire les différences sociales et culturelles pour parvenir à un ensemble homogène en définissant une approche, notamment l'approche majoritaire. Ensuite, l'interculturalisation. Et là, il faudrait se garder de nier, de niveler ou de repousser dans l'anormalité la diversité existante. Et il s'agira d'apprendre à tous à vivre ensemble en harmonie avec les autres. Voilà, je vous remercie pour votre attention.